Le tabagisme demeure un phénomène de santé publique mondiale. Elle fait plus de 8 millions de morts chaque année dans le monde. Et sur les 8 millions, 7 millions sont dus à la consommation directe du tabac et quelques 1,3 millions sont des non-fumeurs qui sont involontairement exposés à la fumée du tabac. Au Burkina, l'enquête STEP de 2021 relève que 13,6% de la population, des personnes âgées surtout, consomment du tabac. Nous parlons compréhension du phénomène et lutte contre le tabagisme avec nos invités. À ma gauche, je vous présente le professeur Georges Ouedraogo. Il est coordonnateur de l'unité de sévrage tabagique. Bonsoir. Bonsoir, madame. On dit également bonsoir et bienvenue à Khalil Traoré. Il est le coordonnateur national de l'association burkinabé d'action contre le cancer tabagique. Bonsoir. Et bonsoir à Adama Zango, coordonnateur par intérim de Akonta, Afrique contre le tabac. Bonsoir, madame. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette émission 100% Info pour parler lutte contre le tabagisme au Burkina Faso. La toute première question, elle vous est adressée, professeur Ouedraogo. Est-ce qu'il est exagéré de comparer le tabac à de la drogue? Non, c'est une exacte comparaison, je dirais. Parce que vous savez, quand on parle de drogue, il y a ce qu'on classe en drogue illicite et en drogue licite. C'est vrai que le tabac, comme le café, comme la cola, comme le thé, l'ensemble donc fait partie des drogues licites dont la production, la commercialisation, la consommation sont, j'allais dire, encadrées par les lois du pays. Il n'y a pas une interdiction. Alors que les autres drogues qui sont illicites sont interdites au Burkina Faso. Donc le tabac est une drogue. Une drogue passive? Pas une drogue passive, qui malheureusement c'est une drogue active, excusez-moi de rebondir comme ça, mais c'est une drogue qui va entraîner des effets qui sont certains, avec des dégâts qui ont été déprouvés donc scientifiquement depuis 1950. Donc la consommation de tabac nuit gravement pour la santé tant du consommateur que des personnes qui sont exposées et même pour l'environnement. Alors quels sont les facteurs justement qui favorisent la prise du tabac au Burkina? Il y a plusieurs facteurs. On distingue donc les facteurs individuels, les facteurs liés à la communauté, les facteurs individuels, les facteurs familiaux aussi, j'oubliais rapidement, mais j'avais mis ça dans la communauté, c'est vrai. Les facteurs liés à l'individu, c'est souvent chez les adolescents la faible estime de soi. L'adolescent ne s'estime pas tel qu'il est, il ne s'accorde pas la valeur qu'il a réellement et se compare aux autres, à tel point qu'il a envie de vouloir faire comme les autres. Donc il veut intégrer un groupe et comme fumer, c'est signe d'être grand, alors il va commencer à fumer. Ou de l'autre côté, il accepte d'être influencé facilement, rapidement, en luttant un peu le tabac, la cigarette ou autre, et il va en consommer. Il y a les facteurs familiaux, c'est surtout l'affection familiale, sur l'amour des parents à l'endroit des enfants, parce que souvent les enfants n'en bénéficient pas. Et à l'expérience, nous avons accueilli des enfants qui, parce qu'à la maison, ils étaient un peu menacés pour mauvais résultats scolaires, sortent et rencontrent leurs camarades qui disent « Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Non, à la maison, papa m'a grondé, maman m'a grondé. Tu es un peu triste, n'est-ce pas? Oui, viens, on va te donner quelque chose. » Et voilà, ça a été le début donc d'entrer dans la consommation du tabac. Et donc c'est un peu l'amour familial qui souvent fait défaut, les couples, les familles monoparentales aussi, et les couples à conflit où souvent les parents ne sont pas aussi des bons exemples, il faut en dire, puisqu'il y a des parents qui fument aussi, donc les enfants vont fumer. Et puis il y a aussi la communauté qui a cette influence là au travers des médias. Donc il y a pas mal de facteurs qui poussent l'individu à consommer du tabac. Alors, Adama Zango, autant pour moi, le tabagisme au Burkina Faso, selon le constat que vous faites, est-ce qu'on peut dire que le phénomène est en baisse ou est toujours en hausse? Ok, merci de me donner la parole. C'est comme vous l'avez relevé, à la prévalence, et quand on analyse le contenu de l'enquête SEPT, des sujets âgés de 25 ans à 64 ans, on a constaté qu'en 2013, le taux de prévalence était de 9,6% et en 2021,
le taux de prévalence était de 8%. Donc nous pouvons dire qu'il y a une baisse. Et de façon globale, on l'a relevé dans le rapport sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac, voilà, et également dans l'enquête STEP. De façon globale, le taux de prévalence était en 2013 de 19,6 et en 2021, ce taux de prévalence-là tournait autour de 13,6, je crois. Voilà, donc on peut dire qu'il y a une baisse. Voilà, ça c'est par rapport à l'enquête STEP. Voilà. Mais comme cette enquête-là n'est pas mise à jour actuellement en 2023, bon, nous ne disposons pas d'éléments qui nous permettent d'apprécier l'augmentation à l'instant T ou la baisse à l'instant T. Voilà. Mais le phénomène du tabagisme au sein du milieu jeune est une réalité au Burkina Faso. Oui, le phénomène du tabagisme en milieu jeune est une réalité et nous le constatons parce que nous avions eu l'occasion de mener dans les années 2019-2020 voilà, des contrôles dans les bars et maquis avec la police municipale et le constat est amer. Des jeunes fument. Voilà. Et c'est un comportement qui tend à être normal. Pourtant, il faut dénormaliser ce comportement à travers, par exemple, la consommation de la chicha et des produits nouveaux et émergents. Voilà. Je veux parler donc de la cigarette électronique qui fait que bon, les jeunes s'essayent. Et ils ignorent qu'en consommant, par exemple, la chicha, ils consomment plus de cigarettes. Et selon l'OMS, voilà, une séance de chicha équivaut souvent à 5 paquets de cigarettes, voire 10 paquets de cigarettes. Donc doublement plus nocif. Oui, mais les jeunes, véritablement, ne savent pas. Parce qu'il y a d'autres qui trouvent que, bon, c'est pas le même phénomène comme la cigarette. Et c'est plus swag. Voilà. Et bon, et pourtant, les effets sont les mêmes. Pour dire même que c'est plus grave parce que ça va créer plus de dépendance. Voilà, parce qu'on consomme plus de nicotine contenu dans le tabac, qui est l'élément véritablement qui crée la dépendance. Alors, Khalil Traoré, le tabac et vous, c'est une longue histoire qui a été parsemée de moments douloureux, vu que vous avez contracté le cancer de la gorge lié à la consommation du tabac. Alors, brièvement, vous allez nous expliquer le début de votre histoire avec le tabagisme, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre ce très bel élément que Burkina Info a réalisé avec vous. Ok, merci de me donner une fois de plus la parole. Le plateau de Burkina est le bienvenu parce que ça me permet toujours de diffuser, comme moi-même j'appelle, la bonne nouvelle. C'est un slogan que j'ai maintenant qui consiste à dire que la consommation de tabac tue. Donc il n'est pas question de consommer pour moi le tabac même modérément. Alors moi mon problème effectivement ça a une genèse. C'est le tabac que j'ai connu très jeune, dès l'âge de 12 ans déjà, au lycée. Et je me suis identifié donc à un groupe en même temps de fumeurs. Ce qui fait que le matin quand j'arrivais, la première cigarette, c'était avec ce groupe-là que je la partageais. Mais donc, de façon insidieuse, le tabac est rentré en moi. Et quand je me suis rendu compte, j'étais déjà à plus de quinzaine, vingtaine de cigarettes par jour. Je me cachais, mais ça ne diminuait pas le nombre de cigarettes que je fumais. Donc la dangerosité pour moi, c'était pas ça tout de suite que je voyais. La dangerosité liée au tabagisme. Donc je me disais, oh, je fume parce que j'ai remarqué partout où je passe au lycée. Ah, on me dit, mon vieux, le petit lait, vous voyez, il fume à cet âge-là déjà. C'est pas, ouais, c'est un grand. Et je dis, mais voilà, au kermesse et autres. Alors quand je suis au bout de 3 ans, que attention, je pouvais plus tellement m'en défaire. Alors c'est là où j'ai su que le tabac, c'était plutôt une drogue douce, très pernicieuse. Elle s'était installée. Alors l'effet d'accoutumance m'a entraîné à fumer au moins un paquet par jour. Et ce pendant 32 ans. Et la conséquence, on la connaît. Alors quand je me suis rendu compte que j'avais des problèmes pulmonaires,
c'est vrai que je soupçonnais un peu le tabac. Mais avec l'aide d'un ami, quand on a fait la radio, rapidement, il m'a déporté à l'hôpital Algado. Et c'est là où j'ai rencontré mon frère, le professeur Georges Ouedraogo. Alors qu'il m'a rapidement pris en charge avec sa collègue docteur Badoum, et qui est professeur aussi. Et puis bon, de fil en aiguille, il y a eu un traitement. Donc je suis resté à l'hôpital Algado interné en pneumo du 22 septembre au 15 octobre 2004. Alors après ça, il n'y avait plus de problème en tant que tel pour moi, hein, puisque j'avais arrêté de fumer le 15 octobre. Mais 7 ans après, il y a eu un événement malheureux au sein de ma famille. Bon, je crois que j'ai changé, j'ai peut-être pleuré aussi. Ça m'a rendu quelque peu à faune. Mais pour moi, c'était passager. Et comme d'habitude, on dit, bon, tu suces tel bon moment, ça va passer. Mais voilà, ou bien tu prends tel sirop. Ah, mais là, ça persistait. Et quelques mois plus tard, je me suis dit, mais attends, moi j'ai arrêté de fumer il y a de cela 7 ans. On est en 2011. Donc non, ça ne peut même pas être le cancer. Mais pourquoi ça tue? Et une nuit, lorsque j'ai énormément toussé et que j'ai même craché du sang, j'ai alerté mon entourage. On a commencé les examens et je crois qu'on a diagnostiqué un début de cancer. Bon, je me suis retrouvé à l'étranger où j'ai essayé d'approfondir les recherches. On m'a plus ou moins certifié que je souffrais d'un cancer à un stade avancé et qu'il n'y avait que 2 alternatives. Ou bien on tâtonne par le biais de la chimio et de la radiothérapie. Après une séance de laser là, ou bien comme il a dit l'ORL, le chirurgien de l'époque, il m'a dit on te fait une grosse entaille d'une oreille à l'autre, ça va vous faire un joli collier. Mais au moins on a 95% de chance d'avoir éradiqué le mal dont vous souffrez. Mais ça sera assorti d'une ablation de vos cordes vocales. Et c'est la deuxième option qui a été choisie. Je n'avais pas le choix parce que le tâtonnement allait m'amener sur un certain nombre d'années. Et comme moi je ne suis pas résident en Europe, ça allait poser des problèmes. Alors je dis bon, je crois que vous m'avez donné 72 heures, n'est-ce pas, pour vous apporter ma réponse. Eh bien c'est fait. Je crois qu'il vaut mieux opérer. Et donc cette opération a eu lieu, c'était le 18 janvier 2012. Je croyais que j'allais rentrer un mois plus tard. Je me suis retrouvé en train de faire 10 mois en Europe. Et je suis rentré après, ça a été une succession de va-et-vient pour des contrôles et puis ainsi de suite. Et voilà, j'ai fait au total 8 ans de va-et-vient. Bon, parce que c'était pas prévu quoi. Voilà, tout ça c'est arrivé de fois à l'improviste et il fallait gérer. Il y a la famille ici, moi je suis là-bas. Bon, il y a eu une conjugaison de pas mal d'acteurs quand même. Depuis la famille nucléaire, mes amis, et puis il y a la couverture aussi, parce que je crois qu'il faut reconnaître ça à la France. Hein. La protection sociale est vraiment bien assurée. Donc à un moment donné, ça a intervenu aussi dans mon protocole thérapeutique. Alors, nous reviendrons vers vous, puisque vous avez mis en place une structure pour lutter contre le cancer tabagique. Nous allons revenir vers vous pour en parler. Professeur Ouedraogo, est-ce que vous considérez Khalil Traoré comme une icône de la lutte contre le tabagisme ou un exemple heureux, si on peut le dire, entre griffes? Un exemple heureux parce que non seulement il a eu le privilège d'être miraculé, je vais dire comme ça, et en plus il s'est engagé pour être un témoin de l'expérience qu'il a vécue, et c'est là l'exemple à suivre, parce que il a vécu une expérience qui est assez difficile, qui a touché tous les domaines de sa vie. J'y sais parce que j'étais un peu proche de lui, donc
Même quand il était en Europe, j'ai eu le privilège d'aller pour voir comment les choses se passent. Et ça a été assez difficile, mais il s'est engagé pour témoigner, pour partager son expérience, afin que d'autres n'aient pas la même expérience que lui. Parce que lui, il a eu un privilège, il y a eu un ensemble de facteurs qui se sont associés pour qu'il soit toujours là devant nous. Et je ne crois pas que tout le monde aura cette chance-là. C'est vraiment un miraculé. Alors le mieux, c'est d'arrêter dès maintenant, ou du tout, ou arrêter de ne pas du tout consommer du tabac. Je crois que c'est plus sage pour ne pas arriver à certain stade où on ne peut plus rien faire. Justement, l'unité de sévrage tabagique entre en ligne de compte pour aider ceux qui prennent la décision d'arrêter. D'abord, arrêter, c'est une décision personnelle, volontaire. C'est une décision personnelle, volontaire, souvent stimulée soit par le médecin traitant ou souvent par la famille, un membre de la famille ou un enfant. J'ai eu un cas où un enfant à quel âge à l'enfant en classe de 4e, ça fait grosso modo 15 ans je crois. Et 15 ans, il avait bien travaillé et son papa a dit, dis-moi ce que tu veux et puis je te donnerai. Si tu es le premier, je vais te donner ce que tu veux. Et effectivement, il a été le premier. Et quand son papa l'a reçu, quand il est venu montrer son bulletin premier, son papa a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et il a dit, non papa, comme il est midi, on va manger. Et puis après le repas, je vais te dire. Quand ils ont fini de manger, ils sont sortis. Et puis il a regardé son papa dans les yeux et puis il a dit, le papa s'attendait à ce que ce soit une tablette ou une moto, en tout cas, il était financièrement prêt. Et l'enfant lui dit, papa, ce que je veux, c'est que tu arrêtes de consommer le tabac. Il était midi, ils sont à une 40aine de kilomètres de Ouagadougou. Il est venu vite me voir dans l'après-midi. Ah, c'est une urgence, il faut que j'arrête de fumer parce que je ne savais pas que mon enfant était plus soucieux de ma santé que moi-même. Donc, des fois, certains viennent, c'est vrai que leur volonté a été stimulée, et puis par un parent, par le médecin, par un ami, et ils viennent donc pour que nous puissions les aider à arrêter donc la consommation du tabac. En termes de fréquentation de l'unité, qu'en est-il? La fréquentation n'est pas ce que nous aurions aimé parce qu'on s'attendait à avoir une plus grande fréquentation, mais on se contente de ce qu'on a. Nous sommes grosso modo entre 250 à 300 personnes par an que nous recevons. Mais déjà avec ça, bon, il y a quand même une matière pour travailler et puis faire des recherches afin d'avoir des données propres à nous au Burkina Faso sur la réalité du tabagisme au Burkina Faso. Donc on a pu réaliser pas mal de thèses, de mémoires par les étudiants et on a quelques données quand même propres ici à l'unité, enfin au Burkina Faso de façon globale, puisque nous ne sommes pas limités simplement à Ouagadougou, nous sommes allés dans d'autres villes aussi pour faire de la recherche. Donc pour l'instant on attend, on essaie de stimuler davantage la fréquentation, mais nous pouvons recevoir plus puisque nous sommes ouverts du lundi au vendredi, donc nous pouvons recevoir plus de patients si les gens venaient comme nous l'aurions souhaité. Est-ce que vous avez beaucoup de cas de personnes qui ont été sevrées et qui puissent inciter les autres à faire le pas? Ah oui, je crois que chaque année, quand on célèbre la journée mondiale sans tabac, vos collègues et vous-même, Burkina Info, j'ouvre la parenthèse pour vous féliciter dans votre engagement pour nous soutenir dans la lutte contre le tabac et vraiment je vous félicite et je vous encourage. Je vous cite du reste un modèle aussi parmi les acteurs de lutte contre le tabac. Je crois que les médias viennent s'entretenir avec quelques personnes qui ont arrêté de fumer. Nous sommes aux alentours de 19-20% de personnes qui ont arrêté la consommation du tabac. C'est vrai que nous avons un taux d'absents au rendez-vous qui est assez grand. On atteint 30% de gens qui ne reviennent pas au rendez-vous. Et nous avons essayé par derrière de les poursuivre par téléphone pour savoir, bon, certains disent avoir arrêté, mais nous n'avons pas la preuve. Donc nous ne pouvons pas les comptabiliser. Peut-être que si les gens étaient fidèles au rendez-vous, notre taux allait être meilleur. Mais heureusement pour nous, il y a des gens qui arrêtent et ça nous encourage à poursuivre dans ce travail-là. Alors on va revenir sur plus de détails sur le processus même de sévrage. Alors Adama Zango, on sait tous que le Burkina est dans un contexte de crise sécuritaire difficile, avec beaucoup de conséquences psychologiques et autres, des conséquences humanitaires également. Est-ce que cela n'a pas, de votre point de vue, un impact sur l'accroissement du nombre de consommateurs de tabac? D'accord. Cela pourrait peut-être avoir. Voilà, parmi en tout cas les causes
parmi les éléments qui incitent les gens à consommer le tabac, il y a également les problèmes sociaux. Voilà, si se trouve que la personne est un fumeur, ça peut être un élément qui va l'amener à consommer plus. Donc, dans la situation sécuritaire actuelle, pour quelqu'un qui est dans cette situation, bon, c'est pas exclu. Voilà. Maintenant, il y a un problème qui se pose parce que la fumée de tabac, il y a un lien entre la fumée et le pouvoir d'achat. Voilà. Plus le fumeur a un pouvoir d'achat élevé, il va consommer plus. Et si son pouvoir d'achat n'est pas élevé, il ne peut pas. C'est ce qui fait que parmi les solutions qu'on préconise, voilà, pour donc diminuer la prévalence et donc la consommation de tabac, c'est l'augmentation des taxes, de sorte que le produit du tabac puisse être élevé et ça plus accessible. Voilà, de sorte que le consommateur, donc surtout ceux qui n'ont pas un pouvoir d'achat élevé, ne vont pas consommer plus. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose parce que là, le contexte sécuritaire est source de dépression, source d'anxiété, tant que ce soit au niveau de la population, au niveau des forces de défense et de sécurité, des VDP. On a eu quelques personnes qui ont commencé leur consommation de tabac devant des faits réels vécus sur le champ de bataille, parce que la dépression peut pousser quelqu'un à consommer et l'anxiété aussi peut pousser parce que la nicotine qui est dedans va stimuler un peu le système nerveux et chez certaines personnes ressentent un peu plus de courage pour le fait d'avoir fumé ou se sentent un peu plus détendus parce qu'ils fument. Donc cette situation favorise malheureusement la consommation des uns et des autres. Il y a 2 semaines, j'étais à Bobo pour un entretien et la question qui m'était posée est que nous, si nous allons sur le terrain, est-ce qu'il nous faut fumer pour avoir plus de courage? Et j'ai dit non, il faut trouver d'autres sources de courage que consommer du tabac, parce que ça va sembler vous donner du courage, mais ça va affaiblir votre organisme et vous ne serez pas très performant pour remporter la victoire. Donc cherchons d'autres sources de motivation, d'autres sources d'encouragement que de consommer du tabac, parce que là, ça va détruire votre organisme et plus tard même détruire votre mental d'une certaine manière. Alors je reviens à Khalil Traoré, le cancer tabagique. Vous en avez été victime. Au Burkina, votre structure milite contre cette maladie. Est-ce qu'on peut dire que le nombre de personnes atteintes, on a des chiffres? Non, je ne crois pas que je puisse donner de chiffres. Parce que, initialement, les objectifs étaient tout autres. En rentrant d'Europe, j'avais créé là-bas l'association euro-africaine contre le tabac. J'ai eu mon récépissé à Paris le 4 janvier 2017. Suite à un entretien que j'avais eu avec les responsables d'un hôpital là-bas, la responsable de l'ORL avait pris langue avec moi par rapport aux idées que j'avais émises pour recevoir d'éventuels malades en provenance du Burkina. Dans son officine, bon, je vais dire le nom, c'est l'hôpital Longjumeau. Donc, on était d'accord, elle a dit qu'elle a parlé à son directeur qui était d'accord pour recevoir des gens qui allaient venir d'une association, parce que j'avais parlé de mon association ici aussi au Burkina. Et donc, ça allait être facturé au prix coûtant. Alors, il me fallait maintenant, je dirais quoi, un mécénat en compétence, des gens qui allaient peut-être m'aider une fois sur place là-bas pour l'hébergement et ici même pour l'obtention de certains visas et des factures redonnées. Alors bref, l'un dans l'autre, j'ai eu des adhérents, mais la structure avait beaucoup des objectifs plus grandioses. Et moi j'envisageais financer, parce qu'il faut parler du financement. Je disais que si une fois la structure à place bénéficiait des financements que j'avais en vue, normalement, non seulement on allait pouvoir assurer ce transfert-là pour les gens fortunés qui voulaient aller se faire soigner là-bas. Parce qu'ici aussi, aujourd'hui, on opère les cancéreux et puis on s'en sort bien. Mais à d'autres pour d'autres raisons, ils préfèrent aller à l'extérieur. On allait faciliter ça pour eux. Mais, à ma grande surprise, ça revenait très cher et les financements n'étaient pas acquis. Quand j'ai posé mon point de vue, on m'a dit mais tu rêves. Cette histoire de
taxé. 1 centime par cigarette vendue par la société de fabrique de tabac au Burkina qui allait être versé à ton association pour prendre le fonctionnement de l'association en charge et même d'éventuels malades. Alors, c'est pas possible parce qu'il ne saurait y avoir d'acquaintance entre une association qui lutte contre le tabac et une fabrique de conformément au cadre de concentration de lutte contre le tabac au niveau de l'OMS et tout ce qui s'en suit. Est-ce que vous a dissuadé le ministère? Non, pas de tout. Quand j'ai voulu me renseigner seulement, ça m'a suffi pour que je n'aille pas voir le ministère. Sinon, j'avais même proposé mon image sur les paquets. Et tout ça, là, ça allait permettre de renflouer l'association. On m'a dit, enlève ça de ta tête. J'ai dit, sans ces moyens-là, moi, je ne vais pas diminuer ma popote aussi pour passer le message. Alors, du coup, au lieu d'aller faire tout ce que j'avais prévu à Athènes, parce que je comptais couvrir l'ensemble du territoire, ne serait-ce qu'à ces chefs-lieux de province. Une fois par mois, j'étais dans une localité où on avait un podium, on allait monter avec des vidéoprojecteurs et tout, le Bataclan là qui permettait de diffuser, atteindre surtout ratisser large. La population, moi c'est surtout la population, je veux pas les juvéniles. Voilà, c'était ça que je disais. Mais je dis, mais c'est dommage si on ne peut pas me prendre en charge. L'État ne finance pas ce genre de déplacement-là. Donc moi je m'assois et j'attends maintenant des gens qui viendraient à moi et c'est ce qui se fait actuellement. D'accord, donc ce sont donc les missions de l'association dont vous êtes le coordonnateur national, l'association burkinabé d'action contre le cancer tabagique. Voilà. Alors maintenant j'attends que les gens plus ou moins viennent à moi grâce à une émission que vous avez diffusée d'ailleurs. Il y a eu un de mes amis d'enfance qui est médecin. Le jour qu'on a remis le rapport de l'indice d'ingérence des sociétés de tabac, il y a une semaine là, après ça je l'ai vu, et je lui ai dit d'où je venais. Il m'a dit, mais tu sais, moi aussi je rentre de Libreville, et ton émission à Burkina Info a été diffusée là-bas, et il y a quelqu'un là qui s'est causé mes infos, c'est grâce à ce monsieur-là que j'ai arrêté de fumer, grâce à son témoignage. Alors il dit que si il avait même peur de lui dire que mais si c'est de lui là vous parlez, c'est comme si c'était mon jumeau. Tellement il me connaît bien. Il n'a pas pu, il dit, mais vous savez lui là, si vous voulez je l'appelle tout de suite. Le gars dit tu le connais, faut le faire venir là-bas. Alors je reviens à vous Adama Zango. Selon le témoignage de Khalil, il faut dire que la lutte contre le tabagisme a également besoin de beaucoup de moyens. N'est-ce pas? Oui. Vous qui militez dans des structures associatives. Voilà, en tout cas c'est une réalité. La lutte anti-tabac a également besoin de moyens. Et nous sommes une association, nous sommes des volontaires. Voilà, c'est depuis des lycées voilà, que nous avons intégré la structure en tant qu'élèves. Voilà. Et c'était vraiment de façon volontaire, je dirais. Maintenant, la réalité qui s'impose, c'est que véritablement, il y a des actions qui doivent être menées. S'il y a une activité de sensibilisation, on peut faire l'effort de mener cette activité, mais il peut se poser des réalités où on a besoin de produire quand même quelques documents pour distribuer. Mais ça, c'est des moyens simples. Mais s'il s'agit par exemple d'organiser une caravane, aller au contact des populations. Voilà, il nous faut effectivement des moyens. Et il se trouve que c'est les partenaires souvent qui nous aident. Voilà, qui nous aident pour qu'on ait un peu de moyens au niveau de l'État actuellement. Je peux dire qu'on ne nous finance pas directement, on ne finance pas les associations, mais on nous accompagne sur le plan technique. La preuve en est que la dernière fois on a organisé l'activité quand on est allé vers le ministère de la Santé et on est allé également vers les responsables. Ils ont vraiment accepté de nous accompagner pour le lancement donc, de l'indice. Et le professeur Georges était là et je profite de l'occasion encore pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous en termes d'accompagnement. Maintenant, pour évidemment ce que M. Khalil dit, il faut dire qu'il y a des exemples dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, où les produits du tabac sont taxés. Et il existe des programmes de lutte contre le tabac dans ces pays, de sorte que les produits de tabac qui sont taxés, il y a une partie de ces taxes-là qu'on reverse pour la lutte anti-tabac.
Voilà, nous plaidons. Ce qui n'est pas le cas pour le Burkina. Pour le Burkina. Et actuellement, nous faisons un plaidoyer. On a même écrit au premier responsable du ministère de la Santé pour que l'article 32 de la loi anti-tabac soit mis en œuvre parce qu'il est prévu dans la loi 014 pour être 40 portant lutte contre le tabac au Burkina Faso, la création d'un fonds voilà, pour soutenir les activités de lutte anti-tabac, notamment le sévrage tabagique. D'accord? Donc, pour le moment, ce fonds n'existe pas. Le programme anti-tabac n'est pas complètement mis en œuvre. Donc il y a un début, mais nous pouvons dire que ce n'est pas effectif. Donc, pour finir, je dirais que le plaidoyer, c'est que s'il y a des techniciens qui sont allés acquérir des expériences d'autres pays et qui connaissent déjà comment ça peut fonctionner, donc nous plaidons véritablement que les autorités puissent mettre en place le fonds. Parce que on connaît la technique, comment ça doit se faire. Il suffit vraiment d'écouter ces techniciens-là et voilà, ça va se faire. On met le fonds en place, ça va aider. Même si les associations ne gagnent pas, au moins les institutions qui sont dédiées à la lutte anti-tabac pourront fonctionner. Par exemple, quand vous prenez l'unité de sévrage tabagique, j'ai eu l'occasion d'être à côté pendant que le professeur faisait donc une interview, mais ils ont vraiment besoin d'être accompagnés. Voilà, en moyens matériels, financiers et également en ressources humaines qualifiées. Voilà. Merci. Alors, professeur, l'absence justement de ce programme, la mise en œuvre de ce programme est un réel handicap. Oui, c'est un réel handicap et comme disait l'agriculteur ou le cultivateur à ses enfants, travailler, prenez de la peine, c'est le fonds qui manque le moins. Ici, ce sont les fonds qui manquent le plus pour nous. Il y a pas vraiment d'accompagnement. Outre en 2017, quand on a lancé l'unité, on a eu un accompagnement. Mais après, on s'est retrouvé devant un défi. Faut-il baisser les bras parce qu'il n'y a pas de financement? Ou bien faut-il que nous-mêmes nous puissions, en tant que bénévoles, nous impliquer pour que ça fonctionne? Et c'est comme ça, on travaille en plus de nos horaires habituels, nous ajoutons la prise en charge des patients au niveau du sévrage tabagique dans notre temps de travail. Ce qui fait que ça nous prend beaucoup de temps. On n'a pas de ressources humaines. On a fait le plaidoyer auprès du ministère. On attend. On n'a pas aussi le nécessaire pour avoir les substituts nicotiniques, les produits que nous utilisons pour aider ceux qui sont dépendants à se délivrer du tabac. On n'en a pas. Et puis on est obligé de gérer avec parcimonie le budget qu'on a eu en 2017. On essaie de voir comment nous approvisionner. Mais c'est en train de baisser progressivement. Bientôt, j'irai à la retraite et j'ai bien peur que à ma retraite, il n'y ait plus rien vraiment pour la structure. Et c'est un cri de cœur que vraiment le programme de lutte contre le tabac existe, le programme national de lutte contre le tabac existe au Burkina, et qu'au moins le fonds, c'est prévu par la loi, qu'on essaie de l'alimenter. On a augmenté les taxes de combien? Plus de 50%, 55%, et jusqu'à présent, on ne voit pas de parti. Je crois que cet effort pour aussi aider les acteurs de lutte doit se sentir parce que nous en avons besoin et cela nous manque beaucoup et grandement même, je dirais. Voici donc un plaidoyer qui est adressé aux autorités en charge de la santé, même plus loin aux décideurs politiques du Burkina. Alors, je reste avec vous, professeur Georges, pour parler du processus justement de sévrage du tabac. Comment est-ce qu'il se fait? Le processus a été, je dirais, allégé pour faciliter l'adhésion du maximum de personnes. Vous pouvez venir de vous-même. Le centre est ouvert. Nous sommes situés en extramuros. Nous sommes en dehors de Yalagado. Donc c'est juste côté est de Yalagado. Donc vous pouvez venir. Il y a une facilité d'accès. Vous rentrez simplement, vous vous présentez à l'accueil et on vous reçoit. Dès qu'on va vous recevoir, on va avoir un entretien, on va vous remettre un dossier que vous allez remplir, identité, on va prendre les constantes, on va avoir un peu l'histoire de votre tabagisme, on va avoir les antécédents de maladies que vous avez, et puis très vite l'équipe infirmière va vous prendre pour les constantes et le médecin va vous prendre en relais pour vous examiner pour deux choses. C'est-à-dire, on essaie de voir déjà s'il n'y a pas de maladie liée au tabagisme, d'une part, et d'autre part, quel est votre degré de dépendance et de motivation pour qu'on vous donne d'emblée les premiers conseils pour le sevrage. Et dès qu'on fait ce premier contact, à la fin de ce premier contact, nous nous accordons sur une date de début d'arrêt. Ça, c'est
Comme dit l'ancien combattant, c'est une obligatoire. Donc, vous pouvez vous fixer 3 mois, 6 mois? Nous essayons autant que possible de fixer l'arrêt dans les 2 semaines qui suivent le premier contact. Ça, c'est ce que nous voulons. Mais on s'adapte, je dirais, au client qui vient et on essaie de nous accorder. Et si on voit que la maturation de décision n'est pas encore arrivée, on trouve les arguments nécessaires, on donnera un rendez-vous plus proche, d'ici une semaine, pour échanger avec lui afin de fixer la date. Donc on essaie de fixer la date le plus tôt possible pour mettre en place un système d'accompagnement jusqu'à la délivrance complète. Donc dès qu'on a fixé la date, nous avons un calendrier de suivi que nous essayons d'avoir. Et autant que possible, les rendez-vous sont rapprochés dans le premier trimestre pour lutter contre les signes de manque, puisque la personne va arrêter. Et si nous arrivons à vaincre les signes de manque, nous essayons de maintenir la personne dans sa décision de ne pas consommer. Donc on la suit de façon un peu plus espacée et on finit les consultations au bout du 12e mois de suivi. Mais c'est surtout les 3 premiers mois qui sont rapprochés. Après le 3e mois, c'est 1 fois par mois, puis 1 fois par trimestre pour le dernier semestre. Donc c'est un peu espacé. Et voilà à peu près le processus. Certaines personnes n'ont pas besoin de médicaments. Il suffit de faire l'entretien motivationnel et de les encourager, donner des astuces pour vaincre ces moments de manque-là, ou de comment vaincre le désir, comment vaincre le besoin de consommer du tabac. Mais d'autres sont vraiment dépendants qu'il faut les aider et on est obligé de faire des prescriptions de médicaments. Un autre problème aussi qu'on a, puisqu'il faut que ces médicaments soient disponibles et on arrive à vraiment délivrer ceux qui sont fidèles jusqu'au bout. Alors quand vous parlez de la disponibilité des médicaments, est-ce que dans les officines pharmaceutiques, ces médicaments ne sont pas disponibles? Oui, il y a une disponibilité géographique qui est là, mais il n'y a pas la disponibilité financière. C'est-à-dire que l'accès est quand même à un coût relativement élevé. Pourtant, les substituts nicotiniques figurent parmi les médicaments qui sont dans la liste nationale de médicaments essentiels au Burkina Faso. Il suffit simplement que nos autorités au niveau du ministère chargé de la Santé essaient de nous aider dans ce sens et que certaines personnes viennent avoir l'autorisation de mise sur le marché et on aura une baisse qui va atteindre 65%, je vous assure, du coût actuel, puisque ces substituts qui sont dans les officines sont considérés comme de la parapharmacie. Donc, il y a la TVA, il y a pas mal de taxes qui rentrent en ligne de compte et c'est un peu difficile pour les patients. Comme m'a dit un, je préfère garder toujours mon paquet de cigarettes qui coûte 1000 francs que d'aller acheter 3000 francs par semaine de médicaments alors qu'il y a la popote à assurer. Donc, donc le choix se fait facilement. Et nous pouvons ramener ces produits à vraiment moins de 1000 francs par mois si vraiment le ministère peut nous aider pour avoir l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché et puis l'accès sera facilité pour le maximum de patients. Alors Khalil Traoré, j'ai envie de dire, à votre temps c'était le tabac. Adama Zango a fait cas des nouveaux produits mis en place par les industries tabagiques, notamment la chicha, la cigarette électronique. Sans doute que vous voyez des jeunes en consommer. Est-ce que vous allez souvent vers cette cible-là pour essayer de les sensibiliser? Ou lorsqu'ils ont l'occasion de venir vers vous, est-ce que vous leur portez le message qu'il faut? Voilà, je préfère mieux lorsqu'ils viennent vers moi. Parce que je me suis fait rabrouer pas mal de fois, rien qu'en voulant faire respecter les textes interdisant de fumer en public. Alors donc, dans les cas où maintenant, il y a des jeunes qui viennent à moi pour essayer de partager mon expérience sans que je ne sois un exemplaire à suivre, alors je leur prodigue pas mal de conseils et franchement, où je suis, je reconnais que j'ai retiré beaucoup de fumeurs des griffes du tabac parce que c'est pour moi quand on dit que, quand je leur dis que le cancer c'est à consonance funeste. Moi quand j'étais petit, je n'ai jamais entendu montrer un gars qui avait le cancer. On me disait que celui qui habitait là est mort de cancer. Je dis vous avez la chance d'avoir quelqu'un comme moi. J'ai vécu le cancer, je sais ce que ça m'a coûté, ça me coûte. Et donc, si je rentre dans les détails,
promettez-moi de ne pas fumer au terme de notre échange. Et généralement, ça les motive. C'est comme je viens de citer un cas. Et maintenant, j'ai remarqué sur les grandes surfaces, il y a parfois, je vois des enfants qui attirent leurs parents. Papa, papa, maman, voilà. Voici le monsieur dont j'ai parlé là. Il parle comme un robot. Alors la maman essaie de faire taire l'enfant. Je dis non, 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 laissez-le s'exprimer. C'est très important ce qu'il dit. Et moi, maintenant, en échangeant avec l'enfant, pour terminer, en général, je lui dis donc en classe ou à l'école, si tu vois quelqu'un qui commence à fumer en cachette, faut lui dire que tu as vu un papier là. Maintenant, il parle comme Robocop. C'est pas bien. Arrête le tabac. Alors je les choque la conscience. Et ça, c'est l'objectif que je vise. J'ai pas besoin d'avoir 100 personnes par jour qui arrêtent de fumer, mais une seule personne. On ne sait pas l'impact. Alors je dis, ben, je me dis que peut-être qu'on a sauvé celui qui va nous aider à lutter un jour contre la couche d'ozone. Si on le laissait fumer, peut-être qu'il en serait mort. Et donc, je prends des exemples et quand je commence à rentrer dans les chiffres, ils me disent, c'est bon, ils ne veulent pas du tout que ce qui m'est arrivé là leur arrive. Donc, pour répondre à votre question, vraiment, ce n'est pour aller vers les gens. C'est ce que j'avais prévu faire en créant l'association. Mais quand j'ai été en but à ce problème financier-là, j'ai dit, bon, en attendant, on ne sait jamais, peut-être qu'on va bénéficier d'un mécénat financier un jour. Il y a un ami qui me dit, toi tu attends un Émirati peut-être. Il me demande combien il Mais le miracle existe. On ne sait jamais, peut-être qu'après cette émission, vous serez contacté par des bailleurs de fonds potentiels. Alors, Adama Zango, Khalil Traoré a fait cas de quelque chose de très important, le fait d'avoir été rabroué pour interpeller sur le respect de certaines lois, notamment le fait de ne pas fumer dans un espace public. On voit que c'est une loi qui est difficile à faire respecter. Il y a des usagers qui comprennent, il y a d'autres vraiment qui sont récidivistes complètement. Et autre question, est-ce que les mesures de dissuasion, les images graphiques mises sur les paquets de cigarettes, est-ce que vous pensez qu'ils sont parvenus justement à atteindre l'objectif escompté? Okay. Merci. Il faut dire qu'il existe effectivement un décret interdisant donc de fumer dans des lieux publics. Et à partir donc de ce texte-là, il y a eu un moment en collaboration donc avec la police nationale et la police municipale, Akonta a travaillé avec ces structures chargées donc de l'application des textes. On est allé sur le terrain pour constater véritablement l'application de la loi. Dans un premier temps, il a été question de sensibilisation avec la police municipale. Quand on a organisé les sorties avec la police nationale, voilà, c'était pour constater l'infraction et puis les gens ont été amendés. Voilà, pour dire que le respect, en tout cas il y a une violation par rapport au respect de l'interdiction dans les lieux publics. Et souvent, ou du moins le constat qu'on fait, c'est que le responsable du lieu public là, il n'y a pas une sanction directe sur la personne. Ça fait que, bon, c'est un vide juridique. Voilà. Mais la sensibilisation qu'on fait à l'égard de ces personnes-là, c'est de mettre vraiment l'interdiction de fumer, de sorte que les personnes soient averties. Voilà. Mais il y a des gens véritablement qui sont récalcitrants. Ils vont refuser et bon, si le responsable du lieu public n'a pas ce pouvoir-là ou n'a pas le réflexe, voilà, de signaler à la police ou à la gendarmerie, voilà, parce qu'on a eu des cas où véritablement les gens ont vraiment alerté et ils sont venus. Certains ont compris que la situation allait mal tourner et ils ont disparu. Voilà. Par rapport maintenant à l'impact des images, c'est l'objectif recherché. La position des avertissements sanitaires graphiques sur les paquets de cigarettes, c'est l'objectif recherché. Dans un premier temps, c'est pour sensibiliser et à ce que les gens ne fument pas. Surtout en ce qui concerne les enfants et la frange juvénile, parce que l'accès au tabac, souvent c'est autour de 8-15 ans. Voilà, donc si déjà ces images-là peuvent impacter, et c'est sûr que ça impacte, ça empêche vraiment ces enfants-là de commencer très tôt à fumer. Et si le paquet de cigarettes contient des images qui rendent le paquet plus joli, plus attrayant, ça contribue également à maintenir la personne dans la consommation de la cigarette. Mais le fait que l'image existe sur le paquet, il y a certaines personnes qui payent, qui
qui enlève. Voilà, et qui jette le paquet. Déjà, il y a quelque chose qui se passe dans la tête. Parce que la personne ne veut pas être en contact avec ces images, voilà, qui lui disent déjà, voici le danger que tu cours. Voilà. Donc, pour dire qu'il y a un impact, on n'a pas, en tout cas, je passe sous le contrôle du professeur, on n'a pas une étude ici pour le moment qui permet d'évaluer l'impact. Mais il y a un impact parce que ça a changé le comportement des gens. Voilà. Donc déjà, ça c'est un impact. Et quand on analyse le taux de prévalence de 2013 à 2021, il y a une baisse significative au niveau global là, de 6 points. On peut dire que les images aussi ont contribué. Voilà. Vous êtes du même avis? Oui, il y a un impact vraiment lié à la position de ces pictogrammes, ces images qu'on a. Il y a une étude que nous avons suggérée. Je crois que la soutenance c'est pour bientôt, donc on va exploiter donc les résultats. C'est vrai qu'on n'a pas eu une étude effectuée avant la position des images. Donc on pourrait comparer pour voir. Mais néanmoins, on s'est dit, il faut faire l'étude à un moment donné. Ça a été fait. Le mémoire doit être soutenu dans les jours à venir. Et je crois qu'on aura quelques données. Mais de notre pratique de chaque jour, on a vu quand même des gens qui ont diminué déjà leur consommation à cause des images qu'ils voient et d'autres adolescents qui nous ont dit qu'ils ont arrêté parce que, bon, quand on regarde les images, on ne veut pas finir comme ça, comme ils disent, on ne veut pas finir comme ça. Mais comme c'est la science, il faut qu'il y ait des données et j'espère que nous aurons déjà les premières données avec ce mémoire qui doit être soutenu dans les jours à venir. Alors, durant cette semaine, vous avez présenté le rapport de l'ingérence des industries du tabac dans les politiques publiques les politiques de santé publique. Et vous avez noté des points positifs. Ok, d'accord. Concernant donc le rapport 2023 sur l'indice d'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique, il faut dire que Aconta a eu la chance de participer donc à cette étude aux côtés de 17 autres pays. Voilà. Et cette étude-là permet donc d'évaluer la façon dont le gouvernement met en œuvre l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Voilà, par rapport donc aux tactiques de l'industrie du tabac. Il faut dire que le Burkina est parti à ratifier cette convention et adopter donc une loi et des textes d'application. Et l'article 5.3 dispose qu'en définissant et en appliquant leur politique de santé publique, les partis veillent à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les intérêts commerciaux et autres de l'industrie du tabac. De sorte que chaque pays, et dans notre contexte, le Burkina Faso doit s'organiser pour qu'il n'y ait pas l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique. Donc, dans le cadre de cette étude, il a été défini 7 indicateurs, voilà, en ce qui concerne donc l'élaboration des textes, l'élaboration des lois. On a vérifié est-ce que l'industrie du tabac intervient dans l'élaboration des lois. Je rappelle qu'il y a eu un premier rapport en 2021, un deuxième rapport en 2022 et le troisième rapport en 2023. Donc, les rapports précédents, là, on a pu constater que l'industrie a intervenu. Par exemple, il existe un arrêté portant donc un système de suivi et de traçabilité des produits du tabac basé sur les normes Codentify et on constate que ce système-là est contrôlé par l'industrie du tabac et non par l'État. Donc, on a constaté que c'est un cas d'ingérence. Et le fait que cet arrêté-là est toujours en vigueur, en termes de recommandations, nous avons demandé l'annulation de cet arrêté parce que c'est un cas d'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique. Il y a également les activités dites socialement responsables de l'industrie du tabac. On a essayé, à travers les publications dans la presse, à travers les publications scientifiques, sur la période donc, du 30 mars 2021, 1er avril 2021 au 30 mars 2023, est-ce qu'il y a eu des cas d'ingérence qui sont documentés, qui existent dans la presse? Voilà. Et on n'a pas constaté, parce que les rapports précédents, on a dénoncé. Voilà. De sorte que si l'industrie offre des services sociaux de base, comme des fourrages, comme des kits scolaires, c'est des cas d'ingérence. Des parrainages d'activités sportives. Voilà. Il faut rappeler que selon le modèle d'investissement pour la lutte anti-tabac au Burkina Faso, le tabagisme fait 4700 décès par an. Donc le fait qu'il y a cette ingérence
En ce qui concerne les activités dites socialement responsables, c'est une autre façon pour l'industrie de se donner une bonne image. Voilà. On a vérifié également les interactions inutiles entre l'industrie du tabac et les agents publics. Et pour le moment, on a constaté sur la période, on n'a pas eu d'éléments de preuve. Parce que dans la rédaction du rapport, il fallait obligatoirement trouver des éléments de preuve, de sorte que tout ce qui lit ce rapport-là soit à mesure de vérifier tout ce qui est dit dans le rapport. Voilà. Et également la transparence. Il faut en tout cas encourager les autorités et féliciter ce qui se fait, parce que concernant les images, il y a un comité qui est mis en place et qui associe la société civile, les acteurs du ministère de la Santé, les acteurs du ministère du Commerce et des personnes ressources, et ensemble on valide les échantillons avant qu'on passe au changement des images sur les paquets de cigarettes. Ça, c'est une forme vraiment de transparence que nous saluons. Il y a le fait également que l'industrie fournit des informations au ministère du Commerce concernant les chiffres d'affaires, et nous avons pu exploiter ces données-là et constater que presque plus de 98% voilà, des parts du marché là, sont détenues par exemple par l'industrie du tabac. Et il y a également, je dirais, des mesures préventives en ce qui concerne comment l'État s'organise pour éviter les cas d'ingérence. Et ce que j'ai dit, l'industrie doit fournir des informations à l'administration publique. Et ces informations également permettent de suivre voilà, les activités de l'industrie du tabac. Et quand on a analysé tous ces indicateurs, il fallait donc donner des points. Voilà. Si le niveau d'ingérence est élevé, les points sont élevés. Si le niveau d'ingérence est faible, les points sont un peu faibles, de 0 à 5. Et le Burkina Faso a totalisé 42 points sur 100. Dans les rapports précédents, c'était 57 points en 2021, 48 en 2022 et 42 en 2023. Donc, en Afrique, pour le moment, nous occupons une très bonne place par rapport au Botswana, à l'Éthiopie, à l'Ouganda. Voilà. Alors, vu ce qui est dit, la lutte contre le tabac au Burkina est une lutte de longue haleine, mais on voit que les choses bougent progressivement. Oui, les choses bougent progressivement parce qu'on a l'occasion également de travailler avec d'autres pays. Et nous constatons véritablement qu'il y a un engagement. Nos autorités véritablement sont, je dirais, réceptives à notre plaidoyer. Mais il y a des défis, si vous me permettez, parce qu'il y a des défis. Par exemple, dans ce rapport-là, nous avons fait des recommandations pour demander l'annulation de l'arrêté que j'ai cité précédemment, basé sur les normes pour Antifaï, là, parce que c'est un système contrôlé par l'industrie du tabac. Le système doit être contrôlé par l'État, comme ce qui se fait au Kenya. Il y a des projets de textes en cours qui vont venir renforcer l'ingérence de l'industrie, qui vont venir encadrer l'ingérence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique. Il y a ce texte-là qui est en cours. Il y a également le paquet neutre des produits du tabac qui va venir également contribuer à faire baisser normalement le principe. En principe, ça doit continuer à faire baisser la prévalence dans un premier temps et également la publicité, parce que le paquet de cigarettes même constitue un moyen de publicité. Et le paquet neutre là, c'est pour éviter tout ce qui est attrayant autour du paquet et de couleurs vraiment qui ne sont pas très attrayants. Voilà. Et il y a le comité national qui est un organe interministériel et qui participe également à donner des avis, qui est un organe consultatif en matière de lutte anti-tabac au Burkina. Et la révision donc, du décret qui régit ce comité-là tend à réorganiser et à renforcer le fonctionnement de ce comité. Donc nous plaidons pour que ces textes-là puissent être adoptés. Au-delà, nous avions parlé du programme national de lutte contre le tabac et la création du fonds. Donc nous réitérons notre plaidoyer. Et accentuer les sorties de contrôle pour le respect déjà des décrets qui sont en vigueur. Oui. Maintenant, bon, on s'organise comme on peut. Parce que quand il n'y a pas de moyens, c'est nous qui nous organisons pour donc faire ces activités. Et il faut saluer au passage vraiment les bonnes volontés qui nous accompagnent dans ce sens. Maintenant, bon, lors donc, du lancement du rapport, nous avons vraiment appelé à une solidarité gouvernementale pour soutenir le ministre de la Santé qui porte le leadership de la lutte anti-tabac. Voilà. Il y a des ministères dédiés
à la lutte anti-tabac, le ministère de la Santé, le ministère du Commerce, le ministère donc, des Finances, il y a le ministère de la Justice. Vous allez constater qu'ils interviennent vraiment dans ces textes-là. Il y a les autres départements ministériels également. Donc nous demandons vraiment que le gouvernement, voilà, qu'il y ait une synergie d'action. Parce qu'on a la chance que le professeur est là. Nous avons également fait un travail sur la viabilité de la lutte anti-tabac au Burkina Faso. Il a été mis en place un focus group. Le professeur était membre et nous a accompagnés dans ce travail. Il est ressorti du rapport de ce focus group-là qu'il faut que les institutions étatiques s'impliquent, les acteurs étatiques s'impliquent dans la lutte anti-tabac pour que la lutte anti-tabac soit vue comme une priorité en matière de santé publique, pour que vraiment les plus hautes autorités puissent prendre la question, bon, je dirais, à le corps, de sorte que on puisse relever les défis, à savoir déjà la création du fonds. Pas pour les associations, pour même la protection de la santé publique au Burkina Faso. 4700 décès par an. Bon, quand on le dit, c'est banal, mais on a les professionnels de la santé qui gèrent vraiment ces conséquences et qui connaissent vraiment la réalité qu'il y a sur le terrain. Monsieur Khalil est également un exemple. Voilà. Justement, Khalil Traoré, on va terminer rapidement avec vous. Des conseils pour les jeunes qui suivent cette émission et qui fument. Disons que c'est les mêmes conseils que je prodigue à chaque occasion. On a eu l'occasion d'animer, le professeur et moi, des campagnes de sensibilisation à l'USTA par exemple, aux 2 yeux, à l'école internationale de l'amitié, au juvénal. C'est toujours ça que je dis. Si vous voyez quelqu'un qui fume, faites tout pour lui faire comprendre que vous avez eu l'occasion d'échanger avec moi et que je regrette ce que j'ai fait. Et que la chance que moi j'ai eue là, sur 100 000 Burkinabés, il n'y aura qu'un seul qui va s'en sortir. Alors, c'est mieux de ne même pas commencer à fumer parce que on commence comme de l'amusement, mais ça finit de façon généralement mortelle. Et donc quand je les mets face à leurs responsabilités comme ça, il y en a qui prennent conscience, mais à d'autres, ceux que j'appelle les fumeurs difficiles, eux ils me disent, ben écoute, si t'as pas les moyens de fumer, ne fume pas. Il n'y a pas de problème. Il faut que fumer devienne une option. Parce que tu as conscience de la dangerosité liée à sa consommation, à la consommation du tabac, mais tu t'entêtes. Là, c'est autre chose. Voilà, personne ne t'oblige à le faire. Donc, il ne faut pas que les enfants commencent parce que ça finit généralement mal. Alors, professeur, rapidement également, le tabagisme a un visage féminin au Burkina. Oui, le tabagisme a un visage féminin, mais c'est vrai que là, il y a plus d'hommes qui fument que les femmes. Si je prends l'exemple de l'unité de sevrage tabagique, à la date de mi-février 2023, on a reçu grosso modo 35 femmes sur les 1400 et quelques que nous avons reçus à cette date, donc 2,6% si je calcule très rapidement. Donc il n'y a pas beaucoup de femmes qui consomment le tabac. Mais quand on rentre dans les détails, on se rend compte que celles qui sont venues, c'est celles qui chiquent le tabac chiqué ou le tabac fumé sous la forme de cigarettes. Et les études que nous avons menées au niveau des universités, dans la ville de Ouagadougou, dans les maquis, nous nous sommes rendus compte que la chicha commence à nous poser problème parce qu'on se retrouve avec grosso modo 25% de femmes qui fument la chicha parmi les consommateurs. Donc vous voyez que voilà un mode nouveau de consommation du tabac et les femmes y adhèrent beaucoup plus et si nous ne prenons pas garde, beaucoup plus de femmes vont consommer du tabac dans les années à venir. Et c'est fort dommage. L'alerte est donc lancée et nous sommes tous responsables. Merci à vous, professeur Georges Ouedraogo, merci à Adama Zango, merci à Khalil Traoré. On espère que ce plateau va contribuer à sensibiliser plusieurs personnes et à les amener à abandonner le tabac.